Alors peut-être on propose que Michel François Delannoy, si ça vous semble possible, de présenter, de revenir et de nous cadrer un petit peu les choses avec le dispositif Cœur de Ville, de nous présenter aussi quels sont les attendus, son organisation. Et à la suite de ça, on propose que nos deux élus puissent s'exprimer aussi sur la façon dont ces problématiques de ville moyenne et de cœur de ville résonnent sur leur territoire, peut-être en resituant autant pour Saint-Omer que pour Dunkerque, la façon dont ces questions plutôt commerciales concernant davantage le commerce et concernant peut-être davantage l'habitat ont pu s'inscrire aussi sur une évolution de plus longue durée de leur territoire. Puis on poursuivra avec François Munier qui pourra nous présenter la façon dont un praticien aussi s'empare de ces questions aujourd'hui en matière de programmation urbaine, comment un bureau d'études aussi intervient auprès des collectivités, auprès de l'État, dans ces opérations cœur de ville. Et enfin, je propose peut-être que Rémi Dormoy puisse nous présenter, qui a un profil hybride, à la fois de praticien et de chercheur, puisse nous présenter aussi comment, de façon très concrète, d'ailleurs, il interagira certainement beaucoup avec Monsieur Monté sur les questions de commerce à Saint-Étienne, dans le cadre des opérations cœur de ville. Voilà, si le dispositif vous convient. Merci beaucoup. Donc, d'abord, un petit mot de présentation. Donc, je dirige le programme Action Cœur de Ville et la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts. Donc, merci d'avoir invité la Caisse des Dépôts et je dois excuser l'absence de Gaëlle Velay, la directrice régionale, qui jusqu'à ce matin pensait pouvoir aussi participer au moins au début de cette journée. Donc, quelques mots très rapides pour situer peut-être à la fois la place de la Banque des Territoires dans ce dispositif, mais aussi plus globalement comment il a vu le jour d'une certaine manière et ce qu'on peut en dire, alors avec le point de vue donc, qui est le mien de là où je parle, comme on dit. D'abord, juste un tout petit rappel, c'est le fait que la Caisse des dépôts avait déjà en 2014, donc c'est pas très vieux, mais il s'est passé déjà depuis beaucoup de choses, avait commencé à travailler sur cette question de la redynamisation des centres-villes, des villes moyennes, avec toute la question de la définition effectivement de ce qu'est cette trame territoriale. Mais enfin, en tout cas, nous avions de manière exploratoire engagé tout un travail d'accompagnement, d'abord sur quelques démonstrateurs, puis finalement, de fil en aiguille, ce dispositif s'était presque un peu emballé, d'ailleurs au-delà de ce qu'on avait envisagé dans un premier temps, et on avait donc proposé, à travers une démarche conventionnelle assez simple, qui s'appelait Centre-ville de demain, la possibilité pour des territoires, je dis territoire au pluriel, c'est-à-dire la ville et l'intercommunalité dans laquelle est cette ville-centre, qui décidaient donc ces territoires de faire de la redynamisation de leur centre-ville une priorité, de pouvoir être accompagnés donc par la Caisse des dépôts sur tout un certain nombre de dimensions dont je vais reparler. Et depuis, évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Ce dispositif nous avait permis de repérer à la fois des angles morts, à la fois des enjeux, évidemment, dont on va reparler tout au long de cette journée, mais aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure, et notamment par Hélène, c'est-à-dire les capacités aussi de ces territoires en termes de développement. Et donc, l'intérêt d'aborder la question de la redynamisation, non pas simplement à travers l'analyse des indicateurs ou de la réalité, des difficultés ou des fragilités, mais aussi les aborder comme créateurs de valeur, au sens d'ailleurs un peu générique, j'en dirai quelques mots aussi tout à l'heure. Bref, donc ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé. Le président de la République, après 2017, décide de faire de ce sujet une priorité de son action territoriale et très vite donc la Banque des Territoires, qui n'était pas encore la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, était appelée donc à contribuer, compte tenu de cette expérience, sur la mise en place de ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire pour aller à l'essentiel? Petit 1, ça a été évoqué, c'est d'abord la très grande hétérogénéité de cette population territoriale entre guillemets. Certains sont emmenés dans des contextes territoriaux de décroissance profonde et durable, que ce soit en matière démographique, en matière économique, et je mets 3 petits points. D'autres sont à l'inverse poussés par des contextes de croissance, et on a d'ailleurs parfois, et ces contextes, on le retrouve d'ailleurs assez souvent, c'est pas parce qu'il y a globalement un contexte de croissance, y compris dans le bassin dans lequel est la ville-centre, que le cœur de cette ville-centre se porte bien. Mais en tout cas, tout ça donne des contextes
à partir desquels la stratégie de redynamisation, puisque c'est de cela dont on parle, doit évidemment se penser. Donc premier enseignement et premier élément qu'on trouve dans ce programme Action Cœur de Ville, c'est qu'il faut vraiment faire du sur-mesure, qu'il faut vraiment mettre en œuvre un dispositif qui accompagne les territoires comme ils sont et là où ils en sont. Certains, il y en a là ici à ma droite, ont déjà travaillé depuis longtemps sur ces sujets et doivent être finalement accompagnés dans les dynamiques qu'ils ont commencé à mettre en œuvre, bien évidemment. Ça ne doit pas être un programme qui retarde, ça doit être un accélérateur des dynamiques des dynamiques territoriales. Mais on a aussi des territoires, disons la vérité, dans lesquels les questions de stratégie, les questions de positionnement cohérent là où on va mettre un certain nombre de fonctions ou resituer un certain nombre de fonctions qui sont susceptibles d'être des générateurs de flux et donc de contribuer à la redynamisation. Ces sujets ont été très peu travaillés et on revient donc très très vite sur la question de la capacité que l'on donne plus ou moins à ces territoires d'avoir accès à une expertise, une ingénierie de grande qualité et qui s'adapte aux besoins du territoire là où il en est. C'est-à-dire qu'on ne refasse pas faire le chemin et quelle est votre stratégie, il faut refaire une étude. Voilà, si c'est fait, c'est fait. Là où il y a des besoins, on va dire ponctuels d'accompagnement, on apporte ces moyens. Là où il y a besoin d'une approche beaucoup plus vaste et qui revient sur un peu les fondamentaux de la stratégie, il faut aussi pouvoir se donner les moyens. Et les moyens, c'est d'abord le temps. Et donc ce programme, il a aussi cette spécificité de dire, à partir du moment où les 222 territoires ont été retenus, je ne reviens pas sur la manière dont ils l'ont été, on pourra en débattre, mais ils ont été retenus, ils engagent une démarche contractuelle assez rapide, puisque dès le mois de septembre, l'ensemble des villes avaient globalement signé leur convention cadre pour enclencher le processus. Et à partir de là, on leur donne 18 mois au plus pour travailler sur la précision de leurs projets, de leurs plans d'action, voire de leurs opérations, lorsque ces territoires sont à un certain niveau de maturité. Et donc ces 18 mois, ils ne sont pas obligatoires. Quand un territoire est très avancé, eh ben, il va vite pour aller à l'étape de déploiement. Lorsqu'il est moins avancé, on lui donne ce temps et avec ce temps, des capacités de mobilisation de moyens d'ingénierie et d'expertise très très conséquents. Nous, c'est pour la Banque des Territoires 100 millions que nous mettons donc au profit de ces territoires, dans d'ailleurs une variété, j'allais dire, d'offres pour permettre à ces territoires d'avoir accès à tout type d'ingénierie dans tous les formats et voire même presque tout type de financement pour là aussi gagner du temps. Ça, c'est un premier élément qui nous paraît absolument fondamental et une heure de vérité, je crois, de ce programme sera est-ce que oui ou non, au terme de ces 18 mois ou moins, pour les territoires davantage matures, est-ce qu'on arrive bien à déterminer un plan d'action, à repérer un plan d'action qui nous dit à la fois spatialement, d'un point de vue thématique et en priorisation aussi, c'est-à-dire aussi d'un point de vue calendaire, comment ce territoire va s'y prendre pour travailler sur son projet de redynamisation. Premier élément. Le deuxième, c'est le sujet qui sera vu ensuite, mais pour nous, il est tout à fait fondamental, c'est comment on permet à ces territoires d'avoir accès à des capacités d'innovation. Là aussi, le débat tout à l'heure viendra sur ce qu'on entend par innovation, mais en tout cas, ce qui est assez flagrant, c'est que lorsqu'on compare les dynamiques et surtout les capacités, les ressources disponibles pour prototyper, amorcer un processus innovant, essayer, expérimenter, on voit bien qu'il y a, en tout cas pour un certain nombre de ces territoires, c'est évident, un écart qui s'est accentué entre les capacités des grandes villes, des grandes métropoles à pouvoir mobiliser de la ressource, y compris d'ailleurs de la ressource privée, pour mener ces innovations, et des territoires, ceux dont on parle en particulier, qui ont beaucoup plus de difficultés à amener cette ressource. Il y a un effet correcteur du programme Action Cœur de Ville qui est, en tout cas ça c'est une contribution très tangible de la Banque des Territoires, de dire il faut que nous donnions à ces territoires les capacités, tout sujet, que ce soit sur des sujets de commerce, que ce soit sur des sujets de mobilité, que ce soit sur des sujets évidemment environnementaux ou des questions de biodiversité, mais aussi sur la manière de faire participer les habitants au processus de création du projet territorial. Eh bien, il faut vraiment qu'on
qu'on accompagne et qu'on donne donc à ces territoires ces capacités d'innovation. On pourra y revenir, mais ça, c'est pour nous un élément absolument fondamental, parce qu'il est évident que les sujets dont on parle dans ces villes, même s'ils ressemblent parfois à ceux dont on parle dans les grandes villes ou dans les grandes métropoles, on ne peut pas les traiter par le transfert, on va dire, ou la réplication des solutions qu'on invente souvent sous contrainte d'ailleurs très forte dans les grandes métropoles, dans ces villes. C'est particulièrement vrai de la question de la mobilité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Troisième élément clé de notre point de vue, c'est comment on accompagne ces territoires dans la fabrication aussi de modèles économiques qui leur permettent vraiment de mettre en place les opérations et donc de transformer, de passer à la transformation. Et là, je le dis tel que je le perçois et avec aussi franchise et liberté de parole, ce qu'on a vu apparaître dans les premières conventions, dans les premiers esquisses de plans d'action, et ce n'est pas vrai du tout d'ailleurs pour les deux territoires de Dunkerque et de Saint-Omer pour le coup, mais très massivement, on rencontre des projets qui sont des projets publics et qui reposent donc sur la capacité publique de faire. Et là, on perçoit évidemment très vite qu'il y a un très grand piège, puisque les ressources budgétaires des collectivités sont quand même sous contrainte, et dans un certain nombre de ces territoires, emmenés par des processus de décroissance, y compris budgétaires, si finalement la seule perspective c'est de mener des projets à travers les moyens du budget public, même les deux de l'intercommunalité et de la ville en l'occurrence, ça peut être très très vite très limité. Et donc il y a un impératif, et presque paradoxalement, une sorte d'impératif, peut-être plus que dans les grandes villes et dans les grandes métropoles qui ont davantage de ressources, à amener la fabrication de modèles pour mener les opérations concrètes, et bien d'amener une hybridation de la ressource publique et privée. Alors, on pourra aussi prendre des exemples, mais quand dans certaines villes, on se pose, je prends un exemple, on va faire un nouveau cinéma. Ce nouveau cinéma, on fait le choix politique de le mettre dans le cœur de la ville parce que c'est un générateur de flux et que ça crée évidemment tout le reste en termes de cohésion sociale, comme on le sait. Ce cinéma, est-ce que c'est la puissance publique qui le construit ou est-ce qu'on va imaginer un autre modèle qui va amener de la ressource privée pour construire la boîte, évidemment l'exploitation étant un autre sujet. Voilà, ça ce sont des sujets où on peut retrouver d'ailleurs, on pourrait avoir le même raisonnement sur des halles alimentaires, sur une nouvelle offre immobilière en matière de commerce, etc. Et donc là, pour nous, il y a vraiment un autre enjeu qui est un troisième point clé pour nous, c'est comment, par ce programme notamment, on permet, et par l'engagement d'ailleurs là de la Banque des Territoires comme co-investisseur, eh bien des acteurs privés, des investisseurs en particulier pour ce dont je suis en train de parler, pour amener la fabrication tangible, concrète des opérations, en tout cas une partie d'entre elles, sans que ça repose nécessairement sur le seul budget public avec ses limites. Donc je ne vais pas plus loin. Sur ce seul aspect, nous, Banque des Territoires, on apporte quasiment 1 milliard d'euros pour fabriquer ces solutions qui vont amener effectivement cette ressource privée à s'exprimer. Pour nous, c'est vraiment un élément essentiel et on sent qu'il y a encore, d'une certaine manière, une transformation un peu culturelle finalement dans la manière d'envisager la fabrication des opérations traduisant le projet de redynamisation. Enfin, et je vais terminer par là, il nous paraît absolument fondamental de mettre la question du centre-ville de demain au cœur de l'ambition que l'on porte évidemment à travers ce programme. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on voit très vite qu'un des sujets par lequel émerge, et d'ailleurs y compris le débat, je vais dire public, mais quasiment le débat familial, hein, quand on parle des centres-villes, on dit hey, vous avez vu la rue de la République avant ce qu'elle était, ce qu'elle n'est plus. Bon, eh ben, elle ne redeviendra pas ce qu'elle était. Parce que les mutations en matière de commerce sont telles et d'une virulence, d'une fulgurance telle. Bien sûr, il y a eu l'impact de tout ce qui s'est passé en périphérie, qui est
correspond quand même aussi, il faut le dire, à des choix politiques d'aménagement aussi du territoire ou de déménagement du territoire. Mais ça, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je sais ce que j'en pense. Mais par ailleurs, la révolution numérique, elle n'a pas terminé d'avoir ses impacts, y compris sur les questions de commerce, c'est évident, mais y compris sur d'autres domaines. Quand on pense par exemple à ce qu'on a parfois appelé les rues froides, c'est-à-dire celles qui accueillaient à la fois les banques, les compagnies d'assurance et les élus parfois voyaient arriver ces affaires-là, entre guillemets, sans être forcément réjouis. Évidemment, on ne fait pas un samedi après-midi une balade pour aller lécher les vitrines des banques ou des assurances ou des agences immobilières. Mais ceci étant, lorsque on sait que la tendance, là aussi, va être à la très forte rétraction physique de ces services dans ces cœurs de ville par l'impact du numérique. Il faut donc aussi qu'on réfléchisse à la manière dont on anticipe ce qui va se passer sur les banques, c'est assez évident. Et donc comment, là aussi, on va traiter ce qui va être libéré en matière d'espace physique dans les cœurs de ville et les remplacer donc par quoi ? Voilà, donc c'est aussi important, je crois, que dans le travail que l'on fait sur le programme Action Cœur de Ville, on ne soit pas juste sur le poissonnier parti, comment à tout prix je vais essayer de trouver un poissonnier, mais qu'on emmène aussi ces territoires sur la compréhension, et c'est pas facile, de mutations extrêmement vives et qui ont des impacts parfois encore plus secs, j'allais dire, sur ces cœurs de ville fragilisés pour un certain nombre d'entre eux. Et donc je terminerai en disant que vraiment, et ce n'est pas qu'une question de conviction, c'est, je crois, vraiment fondamental, la question environnementale, écologique, doit vraiment être prise en main par ces territoires parce qu'elles ont là, ces villes en particulier, un vrai positionnement de différenciation, d'ailleurs, pour le coup, avec les grandes villes. Hélène le disait tout à l'heure, sur les questions de la qualité de l'air, sur la question du climat, sur la question, on voit par exemple poindre aujourd'hui beaucoup la question de la qualité de l'air dans les salles de classe, par exemple. Ce sont autant d'éléments qu'on sent poindre. Ce n'est pas encore un phénomène d'une puissance très très forte, sauf dans certaines couches de population, mais on voit bien qu'il y a là un potentiel de nouvelle attractivité par rapport à ces sujets-là, sur lesquels ces villes ont des atouts de tout premier plan. Et je termine en disant, il y a un récent sondage qu'on a fait faire en lien avec l'association Ville-de-France, où on interroge, alors il y a plein de biais dans ce sondage sur le plan scientifique, sur lequel mais gardons l'essentiel, on interroge les Français sur finalement quelle est leur ville désirée à travers un certain nombre de critères. Et bien celle qui arrive en tête, c'est la ville qu'on va qualifier de moyenne, entre 30 et 100 000 habitants. Et pourquoi ? Eh bien, le critère environnemental, le rapport à la nature, la qualité de vie étant ce à quoi est associé, ce à quoi sont associés ces territoires comme étant effectivement l'élément d'attractivité qui arrive en tête dans finalement des éléments sur lesquels ces territoires se positionnent là encore de manière différenciante. Donc voilà, je n'en dis pas davantage, j'ai peut-être déjà été un peu trop long et donc je m'arrête là, mais pour dire vraiment que ce programme, ce n'est pas simplement un programme de réparation, il doit vraiment être approprié comme un programme qui accompagne des territoires qu'on doit considérer effectivement comme créateurs de valeur économiques, résidentielles, mais aussi écologiques et environnementales. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Montet, peut-être comme la question commerciale a été abordée, elle vous a... Oui, donc dès 2014, la redynamisation, la relance du centre-ville, du centre d'agglomération de Dunkerque, ça faisait partie de notre programme électoral. Et donc, effectivement, le maire et son équipe, on a mis en place toute une série d'actions. À l'époque, on a appelé ça le plan Phoenix, hein, mais ça concernait vraiment tous les domaines du centre-ville. Alors, plus particulièrement sur le commerce,
D'abord, je pense qu'il faut avoir une vue d'agglomération. C'est aussi pour ça que le maire m'a demandé d'être délégué à l'urbanisme commercial au sein de la communauté urbaine. Parce que le commerce, faut savoir que le commerce, ça ne se décrète pas. Souvent, on entend les maires ou des gens dire il n'y a qu'à mettre du commerce là, enfin, il n'y a qu'à, il faut. Non, le commerce, ça ne se décrète pas, surtout dans un marché qui est de plus en plus contraint, de plus en plus étroit. Le gâteau n'augmente pas. Il faut savoir que le chiffre d'affaires global du commerce en France baisse tous les ans et que quand on connaît la part de marché pris par Internet qui, elle, augmente, la part pour le commerce physique, aussi bien dans les centres-villes, dans les quartiers que dans les centres commerciaux, tendance à se réduire. Donc il faut des conditions favorables pour relancer le commerce en centralité. Première condition, c'est avoir ce que j'appellerais une concurrence maîtrisée. Vous ne pouvez pas, et je pense que là-dessus on est tout à fait d'accord avec mon voisin de Saint-Omer, vous ne pouvez pas avoir un centre-ville dynamique sur le plan commercial si vous continuez à créer du commerce en périphérie. Il y a encore des maires qui n'ont pas tout à fait compris ça. C'est pour ça que nous, ville de Dunkerque, quand on est arrivé au pouvoir, il y avait un programme, un projet de centre commercial de 30 000 m² qui était déjà voté par les CDAC, CNAC. Nous avons annulé ce programme. Nous avons fait en sorte que ce programme ne puisse pas avoir lieu. Et donc, nous avons fait le choix du commerce de centralité plutôt que de développer du commerce en périphérie. C'est un choix courageux parce que quand le promoteur du centre commercial périphérique, il va vous dire, moi je vais créer 300, 400, 500 emplois. Et la population ne comprend pas forcément qu'on fasse la croix sur ce programme de création d'emplois. Or, moi, je n'ai pas peur de le dire, la création d'emplois générée par les centres commerciaux, c'est un miroir aux alouettes, c'est la poudre aux yeux. Sur le moyen et sur le long terme, les centres commerciaux ne créent pas d'emplois. Au contraire, c'est plutôt destructeur. Enfin, on en discutait tout à l'heure avec mon voisin de Saint-Omer. L'exemple de Saint-Omer est à ce niveau-là assez parlant. Donc il faut maîtriser le commerce en périphérie pour que les enseignes nationales, mais aussi les indépendants, aient confiance et puissent investir dans le centre-ville. Deuxième condition, pour avoir un commerce dynamique en centre-ville, il faut avoir travaillé sur l'accessibilité. Accessibilité voiture, bien sûr. Nous, on a fait le choix de ne pas piétonniser intégralement le centre-ville. D'ailleurs, l'agglomération, la ville de Dunkerque, c'est une ville qui est faite pour la voiture. Les rues sont larges, on y circule facilement, donc ça aurait été un non-sens de retirer la voiture du centre-ville. Par contre, ce qu'on a souhaité, c'est que la circulation de transit, on avait encore 30 à 40% de la circulation de transit, donc des trajets domicile-travail qui passaient par le centre-ville, qui passaient par la plage Jean Bart. Donc on a souhaité que cette circulation de transit ne passe plus par le centre-ville et que ne puisse accéder au centre-ville que les gens qui viennent pour faire des achats ou qui viennent pour faire des démarches en centre-ville. Donc accessibilité, ça veut dire pour la voiture, aménager des poches de gratuité des poches de gratuité de parking, avoir un stationnement complètement payant, nous on pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc tous les consommateurs peuvent bénéficier de 20 minutes de stationnement gratuit en stationnement de surface et peuvent bénéficier aussi de 3 parkings qu'on a créés vraiment à 3, 4, 5 minutes du cœur de l'agglomération de la plage Jean Bart, des parkings avec 2 heures de gratuité. Et puis également le samedi, nous avons élargi la plage de gratuité, donc la moitié du centre-ville est gratuit le samedi. Donc ça, c'est des éléments qui favorisent l'accessibilité des voitures en centre-ville. Mais il ne faut pas négliger aussi les autres modes de mobilité. Et bien sûr, c'est le réseau de bus. Donc nous avons mis en place un nouveau réseau de bus avec de la gratuité. Plutôt que de parler d'un réseau de bus gratuit, je préfère parler d'un nouveau réseau de bus avec de la gratuité. Un réseau de bus beaucoup plus confortable, beaucoup plus pratique, puisque chaque habitant, la majeure partie de la population de l'agglomération de Dunkerque est certain d'avoir un arrêt de bus à moins de 300 mètres de son habitation et avec une fréquence de 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, vous avez un bus qui passe, et à plus forte raison, il est gratuit. Donc ça, cette action sur la mobilité en bus
a un fort impact sur le centre-ville. La semaine dernière, avec le maire, nous avons réuni quelques boulangers du centre-ville. Et ces boulangers nous ont dit que depuis l'arrivée du bus, du nouveau réseau de bus gratuit, ça avait augmenté leur chiffre d'affaires de 15%, puisque ça amène une nouvelle clientèle en centre-ville qui n'avait plus forcément l'occasion de venir. Maintenant, on peut venir en centre-ville pour 1 heure, pour aller boire un verre sur une terrasse, et on en profite pour faire quelques achats alimentaires. Également, tout ce qui est café, restaurant, petite restauration ont vu leur chiffre d'affaires booster depuis le bus gratuit. Et également, le samedi, les chiffres sont éloquents puisque le samedi, les trafics des bus, enfin le week-end, samedi et dimanche, le trafic des bus a augmenté de 120%. Donc tout ça, ce sont des gens qui, avant venaient pas forcément, ou venaient en voiture, et maintenant ils viennent en bus, notamment le marché du matin, mais aussi faire leurs courses en centre-ville. Donc l'accessibilité, c'est quand même un élément important pour relancer un centre-ville. 3 éléments, il faut que votre centre-ville soit plus confortable. On l'a vu tout à l'heure, il va y avoir de moins en moins d'achats de biens durables dans les centres-villes, puisqu'il y a les achats sur Internet, il y a les achats aussi dans les centres commerciaux, et puis au fur et à mesure, on aura les commerçants qui vendent des biens culturels, qui vendent certains biens d'habillement, d'équipement de la personne, d'équipements culturels, je l'ai dit, mais d'équipements aussi, petits équipements de la maison, équipements de la personne. Tous ces commerces vont avoir tendance, il va en rester, mais il va y en avoir de moins en moins. Et Dunkerque n'échappe pas à la vague des fermetures des chaînes de distribution en difficulté. Groupe Eram, groupe de distributeurs important de chaussures en France, a décidé de fermer ses 90 magasins texto à toute la France, que ce soit dans les centres commerciaux ou dans le centre-ville. Dunkerque n'échappe pas. Le magasin texto de Dunkerque a fermé samedi dernier, malheureusement. Mais il est déjà remplacé, mais c'est une enseigne qui disparaît. Et puis André a décidé aussi de fermer son magasin de Dunkerque, chaîne en difficulté. Donc les achats de biens physiques auront tendance à être moins importants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Et donc les centres-villes, ça doit devenir des lieux de convivialité, des lieux où il fait bon flâner et où on peut venir acheter de l'alimentaire et aussi prendre un verre, déjeuner, s'amuser. Et c'est pour ça que, entre autres, nous avons piétonnisé une partie de la plage Jean-Bart de manière à ce que cette place devienne un lieu d'animation, un lieu de convivialité, un lieu où on puisse avoir de belles terrasses. Et encore une fois, c'est semble-t-il une réussite puisque depuis que nous l'avons piétonnisé, la valeur des pas de porte de cette place Jean-Bart a sensiblement augmenté. Et on a beaucoup de demandes d'implantation d'activités liées à la petite restauration, au salon de thé, aux brasseries, pour s'implanter sur cette place. Donc ça veut dire que la mayonnaise de rendre ce centre-ville plus convivial est en train de prendre. Il faut aussi, pour qu'un centre-ville puisse fonctionner, et vous l'avez dit, il faut aussi du pouvoir d'achat. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat dans l'agglomération, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat dans votre centre-ville, donc les gens ne pourront pas consommer. Donc c'est pour ça que nous avons pouvoir d'achat, ça veut dire il faut des habitants à proximité. Donc c'est un problème récurrent pour tous les centres-villes, mais l'opération Cœur de Ville nous permet aussi de réhabiliter un certain nombre d'îlots de logement en mauvais état. Bon, ça, avec les conventions avec Action Logement, là-dessus, nous aide beaucoup. Et nous avons aussi tout un programme de construction de logements. Environ 300 à 400 logements sont en cours de construction ou en projet sur le centre-ville. Donc ça, c'est aussi 300-400 logements, c'est aussi 700-800 habitants supplémentaires dans un centre-ville qui souffrait d'un manque d'habitants. Et pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il faut développer de l'activité. Et donc, nous avons tout un programme de développement d'activités tertiaires, développement de la création d'un pôle tertiaire autour de la gare pour créer de l'activité et donc du pouvoir d'achat. Et puis, globalement, sur l'agglomération, il y a actuellement un peu un renouveau de l'industrie à Dunkerque avec la création d'un certain nombre d'activités industrielles ou portuaires. Donc je ne vais pas détailler, mais il y a une véritable relance de cette activité avec la création attendue de plusieurs milliers d'emplois. Et puis également, dernier élément, parce que je ne vais pas être trop long, mais pour que le commerce puisse fonctionner en centre-ville, il faut qu'il y ait des locaux adaptés. Il faut qu'il y ait des locaux adaptés à la fois en taille
et en prix. Malheureusement, les locaux qu'on trouve actuellement dans le centre-ville sont des locaux souvent de petite taille, 50, 60 mètres carrés, et ce n'est pas ce que recherchent les enseignes. Les enseignes, elles recherchent des surfaces de plus de 100, 150, 200, voire 300 mètres carrés. Et donc, on n'a pas ce modèle de foncier en centre-ville. C'est pour ça que nous allons développer un programme commercial et de logement en centre-ville de à peu près 5000 m² qu'on appelle les AD l'Arsenal. Et puis locaux adaptés aussi en prix. Comme beaucoup de centres-villes, nous avons un propriétaire de foncier qui est un propriétaire dominant, qui possède la plupart des locaux commerciaux bien placés en centre-ville et qui contribue à maintenir un prix élevé des loyers, ce qui est pénalisant pour l'arrivée de nouvelles activités. Même s'il y a actuellement une pression, hein, le fait que le commerce est quand même en décroissance en France, ça crée une pression sur le niveau des loyers. Le niveau des loyers qui est légèrement à la baisse sur Dunkerque. Mais on a quand même certains locaux qui sont dans des prix qui sont difficilement supportables, notamment par des indépendants qui veulent créer une activité. Donc il faut des locaux adaptés en taille et en prix, et c'est pour ça qu'il faut faire pression sur ces prix, et c'est pour ça que nous créons ce programme, les Allées de l'Arsenal, avec des loyers modérés, et que nous souhaitons aussi créer une foncière commerciale pour faire l'acquisition d'un certain nombre de locaux et les proposer à des prix qui soient un peu plus modestes. Voilà, enfin, je pourrais encore développer tout ça, mais je suis un peu... alors, j'ai effectivement, vous avez sur l'écran, voilà, le site des AD de l'Arsenal, vous voyez, en rouge. C'est un site qui est une ancienne école qui est maintenant désaffectée, qui a été détruite, sur lequel nous construisons avec Vinci Immobilier un programme commercial de 5000 m² qui fait le lien. C'est une rue marchande que nous construisons qui fait le lien entre le parking du pôle marine et puis la principale rue commerçante. Là, vous avez des débouchés de cette rue commerciale au boulevard Alexandre III. 5000 m² de commerce et une bonne centaine de logements avec une très forte marque d'intérêt de la population pour ces logements, parce qu'ils sont situés dans un cadre privilégié. Voilà, je ne veux pas développer plus longtemps. Okay. Merci, Monsieur Monté. Alors, la question du foncier, on en reparlera, je pense, avec Monsieur Dormoy, hein, sur la question sur Saint-Étienne. Déjà, avec l'intervention de Monsieur Delannoy et la vôtre, on voit bien l'idée d'avoir une nouvelle programmation urbaine, et je pense que peut-être Monsieur Meunier pourra aussi revenir là-dessus, peut-être, sur la question d'innover, et puis aussi d'innover, mais en même temps de faire son deuil sur un certain nombre d'éléments, et d'éléments de programmation notamment, au regard de cette notion de l'attractivité. Je pense que qu'est-ce que l'attractivité? Qu'est-ce qu'on entend par ça aujourd'hui? Et est-ce que parfois, peut-être on le verra dans des débats aussi cet après-midi, certaines villes, on a vu, vous nous avez dit qu'il y a une hétérogénéité, hein, des villes petites et moyennes, et que certaines aujourd'hui font leur deuil d'un certain nombre de choses pour se concentrer sur des besoins locaux et quitte à perdre un peu d'habitants, à perdre des équipements scolaires, etc. Donc c'est une posture aussi, et qui politiquement n'est pas facile, hein, puisque faire son deuil d'un certain nombre d'habitants, donc ça veut dire de jeunes couples avec enfants, et donc du coup des équipements qui ferment, donc c'est pas toujours une évidence. Je pense qu'on y reviendra cet après-midi sur des modèles résidentiels à renouveler. Mais je pense que du coup, ça peut faire la transition avec Monsieur Hummel sur les questions peut-être plutôt d'habitat ou questions résidentielles sur Saint-Omer. Alors, même si effectivement, Monsieur Delannoy l'a dit aujourd'hui, parce que soit Saint-Omer ou Dunkerque ont une capacité en matière d'ingénierie qui leur permettent d'avoir déjà un projet, et qu'effectivement le programme Cœur de Ville est là pour accompagner. Mais malgré tout, je pense que les choses ne sont pas toujours simples, même quand on a l'ingénierie. On verra aussi peut-être dans 2 jours sur Saint-Omer un certain nombre de dispositifs existants sur les questions d'habitat qui sont mobilisés par les territoires, mais qu'il faut effectivement articuler. Et ça demande une énergie assez phénoménale, hein, et avec des enjeux assez multiples. Et je
ne vais pas dévoiler, je pense, ce que vous allez pouvoir nous dire sur Saint-Omer, où on est parfois à la croisée de chemins qui ne sont pas toujours évidents à décrypter et les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc, Monsieur Hamel, peut-être. Ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, alors bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me demandais ce qu'était un centre-ville tout à l'heure en venant en train jusque Dunkerque. Et finalement, le trajet a été trop court pour que je puisse répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que dans le spectacle vivant, ce qui est important, c'est le vivant. Et dans un centre-ville, ce qui est important, c'est le vivant. Et qu'il ne peut pas y avoir de centre-ville sans commerce. Et il ne peut pas y avoir de commerce de centre-ville sans habitants dans le centre-ville. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est tout l'enjeu du travail sur l'habitat à Saint-Omer et du travail sur l'habitat à Saint-Omer dans le centre-ville. Quand on a été élu en 2014, on avait fait le constat d'une ville en déclin. Il faut l'admettre, hein, dire notre ville est en déclin. C'est pas facile parce qu'on raconte toujours qu'elle est formidable. Une campagne électorale, c'est quand même d'expliquer aux gens qui sont formidables qu'on est formidable, que la ville est formidable. Elle n'a qu'un seul défaut, c'est que le maire en place est un tocard. Mais sinon, l'intégralité d'une campagne électorale, c'est de raconter ça. Non, nous, on a dit la ville est en déclin. La réalité, c'est qu'elle est en déclin. La population, 31% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les commerces de la ville perdent leurs employés. Pas en train de dire qu'ils ferment les uns après les autres, ils perdent leurs employés. En 2009, 750 salariés, 750 emplois dans les commerces de centre-ville à Saint-Omer. En 2014, 600 emplois. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il y a eu 150 emplois de moins, c'est-à-dire moins 20%. La raison, elle est simple. Hein, c'est les commerces de périphérie qui, à côté de ça, sont beaucoup développés justement en 2009, qui était une date charnière à ce niveau-là. À noter, pour revenir à ce que disait M. Montet tout à l'heure, en 2009, il s'est créé entre 200 et 300 emplois supplémentaires dans la zone de commerce de périphérie. Et puis, dans les 2 ans qui ont suivi, la plupart de ces emplois-là ont été supprimés. Ce qui fait qu'au total, sur 5 ans, toute l'opération, tout le bilan social de la construction de commerce de périphérie, tout le bilan social de tout cela est devenu négatif. Donc on a augmenté considérablement le nombre de mètres carrés de commerce, on a fragilisé considérablement le commerce de centre-ville de Saint-Omer, mais aussi les commerces de centre-ville des autres communes. Y compris et notamment des 2 communes sur lesquelles est situé ce nouveau grand centre commercial. On a fragilisé tout ça, on a bétonné beaucoup de mètres carrés, beaucoup de centaines de mètres carrés, on est plutôt d'ailleurs dans l'hectare, ce qui d'un point de vue écologique n'est pas forcément idéal, pour avoir un truc finalement qui a un bilan social qui est assez décevant. Et puis probablement dans 10, 15, 20 ans, on aura d'autres questions de savoir comment on gère les friches de ces trucs-là, quoi. Sachant, la seule chose qu'on peut savoir, c'est que d'un point de vue architectural, il n'y a pas grand-chose à conserver. Hein. Bon, alors, on avait ce constat du déclin et donc évidemment la volonté de savoir comment on revient, comment on inverse cette spirale du déclin. Et cette question du déclin, évidemment, le commerce, l'évolution du commerce de centre-ville a été un symptôme de ce déclin, mais une des causes importantes du déclin, ça se trouve au niveau du logement, au niveau de l'habitat, avec beaucoup de vacances en centre-ville, parce que des bâtiments anciens, parce que des normes de protection du patrimoine. On est dans un site inscrit depuis 1975. On a des bâtiments qui n'étaient pas forcément très adaptés. On a les classes moyennes qui ont quitté la ville progressivement dans les années 80-90. Elles ont quitté la ville. Leurs maisons sont restées vides. Puis après, leurs maisons ont été rachetées par des petits promoteurs adeptes du bricolage et de la division d'immeubles. Ce qui fait qu'en centre-ville, vous avez beaucoup de bâtiments qui soit ont été divisés pour y accueillir des publics très fragiles, soit sont restés vacants.
Et c'est comme ça en fait qu'on a un centre-ville à moitié vide et en même temps qui est rempli d'une population fragile. 31% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, quand vous franchissez la frontière communale, des limites communales, vous tombez à moins de 20% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça signifie que ce chiffre-là n'est pas du tout une question d'emploi ou de richesse globale. On est vraiment dans un parc d'habitat qui aspire, qui concentre toute la pauvreté de l'agglomération. Alors les réponses à cela, ça a été tout d'abord une série de signaux qui ont été lancés, de signaux qui ont été lancés sur le commerce, de signaux qui ont été lancés sur l'animation de centre-ville, et puis des signaux qui ont été lancés sur la politique de l'habitat. Je vais me concentrer plutôt sur cet aspect-là. Le premier signal qui a été lancé, c'est qu'on a pris un certain nombre de délibérations qui annoncent que la municipalité, désormais, est hostile aux divisions d'immeubles. Donc on a bricolé avec un truc qui a été supprimé juste à ce moment-là par la loi, c'est-à-dire qu'on a augmenté la redevance pour division d'immeubles en cas de non-création de places de stationnement. Donc on a augmenté cette redevance tout en sachant que la loi l'a supprimée. Donc on a fait une opération de communication assez bizarre. On a dit à personne que la loi l'annulait. Et puis donc 2 ans après, il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi on n'applique pas ça. Puis ça fait que 2 ans que ça n'existe plus parce que la loi l'a supprimé. On a instauré en même temps une prime pour la dédivision d'immeubles, c'est-à-dire une prime pour le regroupement de logements. Là, on est dans la communication. On annonce un message clair envers les promoteurs de la division d'immeubles. Un autre message qu'on a lancé, on a créé dans un centre, dans le centre, la partie la plus historique de la ville de Saint-Omer, un périmètre de ravalement obligatoire de façade. C'est-à-dire qu'on a ciblé 69 façades en s'appuyant sur un article obscur du Code de la construction et de l'habitat qui dit qu'on est censé rénover notre façade tous les 10 ans. On a écrit à tout, avec un courrier accusé de réception, on a écrit à tous les propriétaires de façades dans un petit secteur de la ville qui avait une façade qui n'avait pas été rénovée depuis plus de 10 ans et qui avait manifestement un aspect pas flatteur. On leur a écrit, on leur a dit qu'ils avaient 3 ans pour rénover leur façade, qu'ils auraient des subventions, 40% s'ils la rénovent dans les 18 premiers mois, 30% s'ils la rénovent dans les 12 mois qui suivent, 20% s'ils la rénovent sur les 6 derniers mois. Et s'ils n'ont pas rénové dans les 3 ans leur façade, ils auront une amende. Ils auront une amende et puis la mairie se réserve le droit de faire à leur place leur façade en envoyant la facture avec un constat d'huissier. Donc on a fait ça. C'est des choses qu'il vaut mieux faire en début de mandat plutôt qu'en fin de mandat parce que sur le coup, vous avez brutalement beaucoup moins d'amis. Vous faites une réunion d'information, la réunion est très tendue, surtout le début de la réunion. Pendant les premiers mois, ça bricole, c'est compliqué. Et honnêtement, au bout de 14 mois, quand vous avez donné ce calendrier-là, au bout de 14 mois, vous avez des échafaudages partout en ville. Vous avez des gens qui vous appellent qui vous appellent toutes les 3 semaines pour vous expliquer qu'ils aimeraient bien faire leurs travaux, mais ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas envie, les artisans ils veulent pas venir, c'est le centre-ville, on ne peut pas mettre des échafaudages, tous ces trucs-là. Et puis finalement, ils font leurs travaux. Et puis au bout d'un moment, vous vous faites appeler par les mêmes gens qui vous ont enguirlandé parce que vous les obligiez à faire des travaux. Ils viennent ensuite vous dire « Venez voir ma façade, comment elle est belle ». Eh bien oui, les gens, au bout d'un moment, ils deviennent fiers de leur quartier parce qu'ils habitaient dans un quartier qui était entre 2 monuments historiques extraordinaires, la cathédrale et la chapelle des Jésuites, mais ils étaient tous conscients que leur façade n'était pas terrible, que la rue n'était pas terrible, que leur façade n'était pas terrible et que leurs voisins, ils avaient une façade pas terrible. Et là, brutalement, tout le monde voit sa façade se rénover. Résultat, en 3 ans, sur les 69 façades qui ont été obligées d'être rénovées, il y en a 51 qui ont été rénovées. Et que parmi celles qui n'ont pas été rénovées, la plupart d'entre elles ont un propriétaire très très loin et ça va être géré autrement. On a autre signal, c'est important ce point-là sur le périmètre de ravalement obligatoire des façades parce que ça donne un message et puis ça permet aux citoyens de se réapproprier. Il y a un effet psychologique extrêmement important.
Autre message qu'on a lancé, et là ça dépasse rapidement l'effet du message. Nous avons recruté 2 inspecteurs de salubrité, et en indiquant que les citoyens qui veulent, les locataires, parce que c'est rare qu'un propriétaire demande à un inspecteur de salubrité de venir visiter son propre logement pour dire qu'il vit dans un logement insalubre et qu'il va écrire à lui-même pour lui dire de rénover le logement. Mais on a donc recruté 2 inspecteurs de salubrité qui, au niveau de la communauté d'agglomération, sur le centre, enfin, sur la ville de Saint-Omer, on a eu sur 3 ans et demi un peu plus de 400 visites de logements, un peu plus de 350 procédures qui ont été engagées, soit des procédures d'indignité, soit des procédures d'insalubrité. La grande majorité de ces procédures ont abouti à des travaux de remise en norme. Aux normes. Quelques procédures ont abouti à le fait que le bâtiment ait cessé d'être mis à l'habitation. Donc là, on a dépassé largement le signal. Mais c'est un signal qui s'est adressé aux propriétaires fonciers, qui s'est adressé aux diviseurs d'immeubles, qui s'est adressé aux marchands de sommeil, qui ont compris là aujourd'hui. On le voit dans ce qui se vend chez les agents immobiliers. Le marchand de sommeil vend son bien maintenant. Il n'achète plus, il ne cherche plus à diviser ses immeubles, tout ça. Maintenant, le marchand de sommeil vend son bien. Il a compris qu'il est sur une terre qui ne lui est plus favorable. Il se comporte un peu comme un diable dans un bénitier. Ensuite, on a instauré d'autres dispositifs, un chèque primo-accédant, qui est aussi un signal, 4 000 € de la communauté d'agglomération plus 2 000 € de la ville pour des jeunes qui achètent leur premier logement à la condition d'acheter dans de l'ancien. On a instauré un guichet unique d'information sur l'habitat, c'est-à-dire on a réuni tous les services de l'habitat qui existaient de façon assez éparpillée. On les a tous mis dans un endroit en indiquant aux citoyens vous avez un projet, vous avez une question, vous avez une interrogation, vous voulez être accompagné d'une façon ou d'une autre, vous venez là et vous allez avoir vous allez être reçu par vous allez pouvoir rencontrer un énergéticien, vous allez pouvoir rencontrer un architecte conseil, vous allez pouvoir rencontrer un juriste, vous allez pouvoir rencontrer un spécialiste du montage de dossiers avec l'ANA, etc. Vous allez pouvoir rencontrer tous ces types de professionnels-là. On a instauré, alors ça c'est très très long à faire, une OPA renouvellement urbain pour une durée de 5 ans. C'est très long à faire parce qu'il faut plusieurs années pour monter ce truc-là. Il faut plusieurs années. Alors, il faut déjà avoir l'idée, il faut faire la chose. Ensuite, il faut recruter un opérateur qui va faire une étude préopérationnelle. Ça prend un temps fou. On recycle tout plein de chiffres qu'on connaît déjà. L'opérateur qui vous fait l'étude préopérationnelle, il vous dit comment il faut faire pour faire écrire le cahier des charges de l'OPA-RU. Puis après, vous allez recruter l'opérateur qui va faire l'OPA-RU. Ça reprend encore des mois et des mois. Donc tout ce sketch-là, ça vous prend 3 ans avant de pouvoir, si vous travaillez bien, ça vous prend 3 ans avant de pouvoir engager votre OPA-RU. Dans votre OPA-RU, vous mettez un dispositif, parce que vous avez plein de bâtiments qui sont à l'abandon, vous mettez un dispositif qui va traiter des opérations de restauration immobilière. Donc le truc, ça c'est intelligent. Ça c'est bien. L'opération de restauration immobilière, c'est un dispositif qui découle de la loi Malraux de 1962, même s'il y a eu beaucoup de réformes entre les deux, qui vous dit que lorsqu'un bâtiment est à l'abandon ou bien pratiquement à l'abandon, la puissance publique peut intimer au propriétaire l'ordre de faire des travaux pour remettre en habitation le bâtiment. Et si le propriétaire ne le fait pas, le bien peut être exproprié. Et puis la collectivité soit fait les travaux elle-même, soit remet sur le marché le bâtiment pour qu'un autre propriétaire va venir pour faire ses travaux. Et puis, donc l'idéal, c'est de coller l'opération de restauration immobilière à l'OPA-RU. Sauf que l'OPA-RU, je vous ai dit, ça va prendre un temps fou à mettre en place, puis on le met en place pour une période de 5 ans. Et puis les ORI, ça prend, une fois qu'on a engagé, on a créé l'OPA-RU, on peut lancer les démarches, les procédures pour créer les opérations de restauration immobilière. Ça vous prend encore 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il faut faire une enquête publique, il faut faire une DUP, il faut faire tous ces trucs-là. Et ça fait que le moment où vous avez besoin de l'argent pour faire pour bien réaliser vos travaux qui sont impliqués par l'ORI, vos 5 ans d'OPA-RU sont terminés. Donc on a un dispositif qui est long à mettre en place, qui dure 5 ans, et on a besoin de l'argent surtout après les 5 ans.
c'est une question qu'il faudra un jour revoir. Mais la temporalité, elle n'est pas très bonne dans cette histoire-là. On a également, là, on a saisi l'opportunité parce que c'était comme ça, le territoire a été déclaré, enfin une partie du centre-ville a été déclarée en périmètre en rue. Et puis à côté de ça, la ville a également engagé tout un travail sur le patrimoine dans la poursuite de ce qui était lié à l'inscription en site inscrit en 1975, un travail le travail sur Ville d'art et d'histoire depuis 1997, et ce qui a abouti à ce qu'en 2016, le centre historique de la ville de Saint-Omer soit inscrit en périmètre, en secteur sauvegardé. Voilà le tour d'horizon de toute cette question-là. Il y a des difficultés qui restent, évidemment. Il y a des difficultés qui restent, qui ont été indiquées là, notamment sur comment on fait quand on est une collectivité de cette taille-là pour gérer notre foncier, parce que c'est difficile de gérer notre foncier, parce que le foncier, il appartient pas forcément aux bonnes personnes. Je suis pas il appartient pas forcément aux bonnes personnes. Vous avez notamment sur le foncier commercial de centre-ville, vous avez un certain nombre de spéculateurs qui ont acheté à une époque, qui produisent des loyers très élevés et qui continuent de vouloir produire des loyers très élevés et qui vous démontrent, ça c'est la chose la plus troublante, qui vous démontrent qu'ils ont plus intérêt à avoir une cellule vide qu'à diviser par 2 leur loyer, d'avoir une cellule occupée. Vous avez le moment très troublant, le jour où vous votez, parce qu'on a fait aussi des signaux qui sont parfois compliqués, le jour où vous votez une taxe sur les locaux commerciaux vacants, parce que ça c'est la bonne idée, de mettre une taxe sur les locaux commerciaux vacants. Et vous avez tous les agents immobiliers de la ville qui viennent vous voir en vous expliquant que ça part d'une bonne intention, mais qu'en fait on est en train de se planter complètement, parce qu'ils vous démontrent que tout d'abord votre taxe elle est ridicule, et qu'en plus tout le monde sait la contourner, parce que tout le monde sait trouver un copain qui va faire une location fictive de quelques mois, et que donc le truc il est compliqué à mettre en place. Ça fait qu'on a décidé de ne pas la mettre en place finalement. Donc on a voté le principe et on n'a jamais mis en place la chose, étant donné qu'on s'est dit que c'était le moment où la collectivité met en scène son impuissance, ce qui est quand même pas très bien. Donc on a ces difficultés-là, on a du mal à faire cette gestion active du foncier, et on a également du mal à monter les programmes, la programmation sur les bâtiments. Il y a un métier d'économiste du bâtiment qu'on ne maîtrise pas. On a une ingénierie forte, notamment grâce à l'agence d'urbanisme, en élaboration de projets. En revanche, la mise en œuvre des projets, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Alors on mobilise à droite, à gauche. L'opérateur de l'OPARU, on le mobilise. Maintenant, grâce au programme Action Cœur de Ville, on peut également travailler avec les PARECA, par exemple. Mais on sent qu'il nous manque une ingénierie de cette technique-là, et qu'il faudra un jour réussir à pouvoir combler cette carence-là. Voilà, merci. Merci, Monsieur Hamel. Donc on voit bien effectivement la complexité des dispositifs qui sont existants depuis longtemps. Ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des choses que d'autres territoires ont déjà mis en œuvre, mais on voit bien effectivement cette multiplicité d'ingénierie et d'expertise à mobiliser. Et puis aussi, comme vous l'avez... une volonté politique forte, et aussi des messages forts à faire passer parfois, en tout cas dans votre cas, par rapport notamment à des marchands de sommeil ou à des investisseurs peu scrupuleux. Et donc là, le rapport avec le privé dont parlait M. Delannoy, et c'était peut-être pas dans ce sens-là exactement, vous évoquiez le privé en matière d'investissement, mais on voit là qu'il y a aussi un travail à faire avec les propriétaires, petits propriétaires, les locataires, etc. Et puis je pense que votre enjeu aujourd'hui, c'est aussi de faire revenir des jeunes couples. Vous parliez de primo-accédants. C'est comment de nouveau rendre attractifs ces cœurs de ville. À quelles conditions, en fait, de nouveaux ménages seraient prêts à venir dans ce centre-ville.
Et on reviendra peut-être à rediscuter aussi des questions justement de cadre de vie, d'environnement, sur ces villes moyennes où effectivement la ruralité, les espaces naturels ne sont pas loin. Ça renvoie après à d'autres questions de mobilité, mais en tout cas, là, on commence à sentir avec les deux présentations un petit peu quelques enjeux. Justement, peut-être pour rebondir sur ces questions-là, François Meunier, peut-être un témoignage. Oui, alors d'un expert là plutôt, hein, puisqu'effectivement, peut-être vous présenter en 2 mots. Oui, alors bon, je ne me considère pas comme expert de cœur de ville. Bon, c'est un vrai sujet parce que en fait, derrière le terme d'expert, il y a aussi toute une culture de l'ingénierie qui peut-être montre ses limites aussi. Donc peut-être préciser, donc je suis effectivement le gérant d'une société qui s'appelle Attitude Urbaine et d'un département formation qui s'appelle Aptitude Urbaine, et on est en tout cas pour partie sur la promotion de ce qu'on va appeler la démarche de programmation urbaine. Et pourquoi effectivement il est peut-être important de faire un cadrage en la matière, c'est que cette démarche de programmation urbaine qui, on va dire, existe dans le vocable en champ de l'urbanisme déjà depuis longtemps, depuis 50 ans, enfin depuis notamment les villes nouvelles, c'est pas tout à fait effectivement la même forme d'approche que l'on privilégie, et ça renvoie à un grand enjeu qui est un peu transversal à tout ce qui a été dit. C'est qu'effectivement, on sent des implications, notamment politiques, et que j'ai envie de dire que les 2 élus qui se sont effectivement prononcés sont finalement aussi dans le champ opérationnel, d'une certaine manière, dans leur manière d'intervenir, on l'a bien vu, et peut-être même dans leur formation initiale, d'une certaine manière, en tout cas pour l'un d'entre eux, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement les élus c'est nous, enfin c'est qui effectivement peut se retrouver en responsabilité, et cette responsabilité elle est importante, et effectivement on a souvent un vrai clivage entre ce qui est de l'ordre du stratégique, de l'ambition, et puis l'opérationnalité. Donc ce clivage-là, il est d'autant plus accentué par des situations que l'on va appeler des situations d'intervention dans le diffus, où effectivement on est obligé d'être extrêmement pointu dans le diagnostic qu'on peut faire des situations qui sont éminemment complexes, parce que effectivement s'intriquent là des considérations immobilières, patrimoniales, d'occupation, d'usage plus ou moins effectivement on va dire efficaces, ou en tout cas avec des difficultés que l'on peut rencontrer sur les questions de stationnement, de mobilité. Enfin, on est dans quelque chose qui, évidemment, pour ainsi dire, pourrait s'appeler tout simplement la ville, mais très différent de ce que l'on pourrait envisager lorsqu'on est sur des opérations urbaines, des grands projets urbains ou des opérations urbaines d'extension. On est du coup, on constate qu'il y a effectivement un enjeu certainement à redéfinir ce que l'on peut appeler autour de ces questions-là l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et derrière l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour être plus précis, l'enjeu que cette assistance aide à la décision. Donc ça, c'est un point évidemment très déterminant qui, en tout cas, que la démarche de programmation urbaine souhaite en l'occurrence porter, en ce sens que c'est une démarche qui a pour intérêt, là pour le coup, par rapport à des approches plus traditionnelles, on va dire, de l'AMO, d'instruire ou d'élaborer les contenus dans la perspective d'aider à la décision, et pas simplement, effectivement, d'animer un système d'acteurs. Et c'est là que ça renvoie à ce qui a été évoqué de manière un peu saillante par les différentes interventions. C'est notamment qu'il n'y aura rien qui se fera dans la durée et rien qui s'inscrira dans le réel, tout simplement, sans les acteurs, dans une acception société civile et habitants. Et donc aujourd'hui, quid du véhicule pour engager ces démarches de nature partenariale et participative, alors que dans la culture de la commande, notamment de la commande publique, on est dans des logiques d'études. Et si on fait référence aux actions cœur de ville, effectivement, c'est intéressant ce que vous indiquez sur la durée, les 18 mois.
on va dire, de diagnostic stratégique, avec ce que vous avez dit, et c'est important, considérer qu'effectivement les territoires sont déjà engagés et peuvent avoir une stratégie. Le problème, c'est que cette stratégie, elle est rarement phasée avec le champ opérationnel. Et ce qui fait qu'effectivement, les collectivités pensent avoir une stratégie et en fait, en réalité, elle est complètement à remettre à plat, en l'occurrence, par rapport à un enjeu de nature opérationnelle dont on a vu les niveaux de précision formulés notamment par les différentes interventions. Donc 18 mois, c'est bien et en même temps, moi, j'interviens sur des missions qui, en réalité, sont des missions qui sont, on va dire, formulées comme des diagnostics stratégiques et qui sont de 3 mois. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique d'étude, on n'est pas dans une logique processuelle, on n'est pas dans une logique qui consiste à se servir du contenu d'une étude pour mettre en place une démarche partenariale et qui évidemment, elle va se translater, enfin se durer évidemment sur des longs termes. Et donc ça, c'est du coup, évidemment, à travers ces approches que je vais appeler, d'ailleurs c'était comme ça que c'était formulé dans une des commandes, hein, approche diagnostic flash, hein, donc le terme flash veut tout dire. On a une sorte de photographie, une difficulté à mettre en place, évidemment, dans des temps aussi courts, des démarches intégrées, incluant les acteurs pour aller, je lâche le terme que vous connaissez tous et que peut-être maintenant un peu soit connoté, soit peut-être ringard, mais enfin d'empowerment en quelque sorte des acteurs, de ce qui peut devenir parmi les membres de la société civile, notamment tout simplement des porteurs de projets dont on a besoin, puisque les ressources, elles sont très endogènes hein, dans ces contextes-là. Donc on est dans des raisonnements, du coup, où au lieu de cela et au lieu de poser des hypothèses et de les débattre avec le temps qui est nécessaire, et dans un cercle d'acteurs assez large, on focalise sur les investissements. Hein. Donc on oppose d'une certaine manière si vous voulez, tout doit pouvoir cohabiter. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un propos simpliste, un propos presque idéaliste. Hein. Ce n'est pas du tout évidemment cela, étant donné que de toute façon, on est, quand on intervient, voilà, les mains dans le cambouis. Simplement, quand on parle d'attractivité, et c'est peut-être les quelques éléments de stratégie qu'on a parfois au départ, l'attractivité, le niveau d'ambition, ça peut être formulé comme une incantation. Donc c'est inspirant et c'est important, il ne faut pas le négliger, ça fait partie de la vie, mais quand on intervient dans le champ opérationnel de l'aménagement, hein, j'entends, hein, derrière l'attractivité, moi je poserais aussi, et peut-être plus tôt à ce moment-là, la question de la vocation. Que derrière la question de la vocation, j'introduirais la question des usagers, des publics de ce fameux centre-ville. C'est-à-dire je retournerais un peu le paradigme, ce qui peut paraître évident pour vous, pour certains d'entre vous, mais qui l'est rarement dans les contextes d'intervention dans lesquels on se trouve, où effectivement, face à la focalisation sur l'innovation, l'investissement, enfin l'investissement par l'innovation ou l'innovation par l'investissement, au lieu que l'innovation soit processuelle, hein, parce qu'elle devrait être d'abord processuelle, ben on est face effectivement à une sorte d'angle mort qui est celui notamment de ce qu'on pourrait appeler le projet de vie de ce centre-ville. C'est assez curieux. À cela, on pourrait ajouter qu'effectivement, on a une dimension, et c'est bien naturel, ça fait partie des moyens à un moment donné d'échanger entre les collectivités, notamment et l'État, une approche que je dirais thématique, qui a tout son sens pour effectivement inciter à creuser un certain nombre de sillons, mais qui en même temps peut, à un moment donné, être un empêchement à une vision stratégique, c'est-à-dire systémique. On se retrouve dans des situations, par exemple, où on a avancé ce qu'on pourrait appeler des stratégies de vocation qui sont par définition systémiques, en s'appuyant effectivement sur je dis volontairement les publics, mais c'est un terme qui pourrait être un peu considéré comme bizarre, mais enfin les publics, on va dire les usagers, ceux qui vont vivre le centre-ville de différentes façons. Mais il se trouve que... alors j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Voilà, mes visions systémiques qui, effectivement, à un moment donné, nous amènent à devoir, parce qu'il faut effectivement déterminer des fiches actions hein, dans le cadre de ce travail d'action cœur de ville, à un moment donné, eh bien, on se retrouve à devoir rentrer, évidemment difficilement,
ces actions qui sont décrites à travers ces stratégies de vocation dans des dispositifs qui sont sectorisants, si vous voulez, hein, qui nous amènent à devoir rediviser, on va dire, les différentes approches. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir savoir faire vivre à la fois cette démarche de projet portée pour un processus, on va dire, libre de projet, et puis ce qu'on va appeler le carcan procédural dans lequel toutes ces choses-là vont devoir s'inscrire. Et là, je ne parle pas que d'ACV, je parle en général. L'urbanisme est confronté de manière générale à cette problématique-là, du rapport du processus à la procédure, du rapport du contenu en approche, on va dire, systémique, synthétique, à un redécoupage rendu nécessaire, on va dire, en fin de parcours. Hein. Donc j'ai envie de dire que la question des projets en rue aussi sont là-dedans. Donc c'est un sujet qui n'est pas propre que à cette question-là, mais qui, effectivement, traverse, en tout cas, qui rend difficile le fait de pérenniser une stratégie en lien avec une démarche partenariale, c'est-à-dire de maintenir, on va dire, une feuille de route et un débat entre les acteurs qui soit un peu plus juste par rapport à ce qu'est la nature d'un territoire et la nature de la ville, c'est-à-dire qui ne souffre pas d'approche sectorielle par définition. Donc ce sujet est d'autant plus là, évidemment, prégnant que, évidemment, on est face, comme dans le renouvellement urbain au sens en rue du terme, évidemment, on est dans du renouvellement urbain et donc on est effectivement dans des situations extrêmement complexes avec des niveaux d'action, on l'a vu par les interventions, qui sont à la fois très micro et à la fois très macro en même temps. Juste peut-être, pour terminer en tout cas en première, aussi derrière cette question d'attractivité, il y a cette question du marketing, hein, que j'opposerai là pour le coup à la construction du sens commun au sens co-construit avec les acteurs. Et puis cette question de l'image, on parlait d'espace public tout à l'heure, évidemment c'est un levier, évidemment c'est une sorte de plateforme capable aussi en termes d'usage, mais aussi en termes de service, qui est évidemment très déterminante. Malheureusement, cet espace public, on va dire dans des processus très contraints, et par la procédure et par le temps, deviennent plutôt des commandes de maîtrise d'œuvre. Et là, on a vu effectivement certaines commandes justement d'ACV sortir soit sous déjà des formes de maîtrise d'œuvre urbaine et de maîtrise d'œuvre d'espace public, alors que peut-être la question n'avait pas encore été posée, hein, tout simplement, soit sortir sur des approches très sectorielles, avec, et on va le dire parce que ça compte aussi, notamment quand il y a des ambitions de pluridisciplinarité, avec des formules financières qui sont parfois, au-delà des questions de temps, inadaptées à déployer un processus transdisciplinaire, j'ai envie de dire, et pas simplement pluridisciplinaire. Et donc, voilà, là, je me permets de faire, on va dire, une petite part du diagnostic par la question des ingénieries, mais des ingénieries dans la perspective d'être dans l'aide à la décision des acteurs locaux, des élus, des services, et que là, il y a encore, à mon avis, un beau travail à faire, même s'il y a un certain nombre, évidemment, d'ambitions qui sont fort intéressantes, et notamment si on fait référence aux ACV. Hein. Je ne veux pas être dans une critique globalisante. Ok, merci. Au travers de votre discours, là, on peut faire aussi un petit parallèle avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore dans la politique de la ville, hein, cette approche pluridisciplinaire, transversale, bon, effectivement, transministérielle, tel que ça a été créé. Donc voilà, on pourra peut-être faire des retours sur histoire à ce sujet-là. Alors, le temps court, on a déjà du retard, mais je ne sais pas pour vous frustrer, mais je vais passer la parole du coup à Rémi Dormoy. D'accord. D'accord, donc Rémi Dormoy qui est donc a un profil, comme l'a dit Marc tout à l'heure, hybride, puisqu'il est chercheur et praticien, donc voilà, il a donc un autre regard. Si je parle comme ça, vous m'entendez? Vous préférez que je prenne un micro? C'est enregistré. Ouais, c'est enregistré, d'accord, il faut que je fasse attention. Bien, bonjour, donc Rémi Dormoy, je suis directeur général adjoint des services villes de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole. Donc là, c'est ma casquette institutionnelle. Et puis ce soir, sur notre atelier, ce sera plus une casquette universitaire. Alors, moi, mon propos sera assez simple, c'est de vous présenter un dispositif qu'on met en place à l'échelle de la ville de Saint-Étienne, qui s'appelle une foncière commerce. Je souscris tout à fait à l'analyse que vous portiez sur monsieur l'adjoint sur Dunkerque, en disant, moi, je vais vous parler d'un dispositif d'intervention sur le centre-ville. Ces résultats sont
corrélé très fortement à ce qu'on sera capable de faire en termes de régulation de l'urbanisme commercial périphérique. Donc on essaye au travers de la révision du schéma de cohérence territoriale, de l'élaboration d'un PLUI, du lancement d'un schéma directeur d'urbanisme commercial, de créer les cadres pour stabiliser, restreindre le développement des zones périphériques. Et dans le même temps, on souhaite intervenir sur la requalification commerciale du centre-ville de Saint-Étienne. Alors très rapidement, la ville de Saint-Étienne, alors on n'est pas dans le programme Cœur de Ville, je fais une petite précision, puisqu'on est métropole. Néanmoins, tous les dispositifs, tous les enjeux qui sont pointés, on les retrouve à l'échelle de Saint-Étienne. Donc on a hérité d'une offre commerciale qui était dimensionnée sur 220 000 habitants. Et puis aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est 175 000 habitants. Donc une structure commerciale très étirée du point de vue spatial, avec des cellules commerciales qui ne correspondent plus du tout aux besoins des opérateurs aujourd'hui. Donc même situation qu'à Dunkerque, des petites unités. Une mutation dans les pratiques d'achat qui est visible sur un achat beaucoup plus impulsif, entre guillemets, de centre-ville, un coup de cœur, et des achats plus rationnels qui sont sur d'autres segments. Une vacance commerciale récurrente. Alors c'est assez paradoxal, en fait, on a une vacance assez forte, mais on a en même temps une génération de cellules commerciales. Ça tourne beaucoup sur les commerces, donc on a ce mouvement. Donc on peut vous donner les chiffres que vous voulez. Soit on vous montre que ça va bien, on vous donne le taux de création, soit on va voir la vacance et on se dit c'est dur de gagner des parts sur cette vacance. On a le même souci que dans beaucoup de villes. On a beaucoup de commerçants qui ne sont pas propriétaires des murs. Alors c'est moins, par contre, on n'a pas un propriétaire dominant. On a plusieurs propriétaires, mais qui sont sur une stratégie en effet de porter de la vacance, considérant qu'ils ne souhaitent pas faire baisser les loyers. Certaines enseignes créant des prix de référence très élevés à l'échelle d'un quartier, donc ça se sait après. Donc si on est arrivé à louer à ce prix-là, on louera à ce prix-là et on gardera la cellule vacante pendant un moment. Beaucoup de sollicitations aussi par rapport à la dérogation sur les règles d'urbanisme. On a des alignements commerciaux qui prévoient donc le maintien du commerce et beaucoup de pression du milieu du service pour occuper ces cellules commerciales. Donc des arbitrages qu'on rend avec monsieur le maire en fonction un petit peu de la sensibilité de quartier. Ça, c'est un élément dans le PLUI qu'on retravaillera, c'est la question des alignements commerciaux, surtout dans la mutation qui se prépare sur les services. J'étais très intéressé en effet sur l'évolution du tissu bancaire notamment. Une visibilité forte, bien sûr, des rez-de-chaussée. C'est assez simple à dire, mais vous avez beau travailler les façades, vous avez beau travailler, il reste au rez-de-chaussée. À l'échelle du piéton, c'est un petit peu ce qui voit en premier. Et donc, une commande politique très forte du maire et de l'exécutif municipal en disant il faut traiter ces rez-de-chaussée commerciaux vacants. Alors, une fois qu'on a dit ça, première chose, si vous souhaitez vous lancer sur une foncière commerce, une foncière, il faut être franc, ce n'est pas un outil tout azimut de résorption de la vacance commerciale. Une foncière, c'est un modèle économique. Alors ça veut dire quoi pour les spécialistes des banques qui vous disent ça? Globalement, elle ne va pas travailler à perte. Donc dans un plan de charge foncière, il va falloir déjà que vous identifiez des secteurs où il y a une certaine rentabilité économique. Alors c'est un peu paradoxal puisque l'exécutif et la commande politique, c'est plutôt la résorption des commerces vacants. La première réponse des partenaires de la foncière, c'est de dire ok, on peut aller là-dessus, mais il nous faut des joyaux. Il faut aussi qu'on ait une maîtrise foncière de cellules commerciales qui sont occupées, qui rapportent pour créer du cash qui permettra d'aller reconquérir des rez-de-chaussée de vacants commerciaux. Ça, c'est un point très important et à discuter avec l'exécutif de vos communes, parce que nous, ça a mis beaucoup de temps, du coup, dans la décision. L'exécutif disant, mais pourquoi on ne va pas s'occuper de ce qui marche bien dans la foncière? Allons travailler sur les cellules vides. Sauf que pour faire le business plan, je ne sais pas comment on appelle ça, le modèle économique, il faut aller chercher aussi des emplacements dits majors. Donc la foncière demande en amont de définir un plan de développement commercial des secteurs de votre commune avec des dominantes et des indications de rentabilité des commerces. Donc c'est toute la phase amont. Donc on s'est plié, on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés. On a quand même mis dans le cahier des charges de cette foncière explicitement qu'elle devait, certes, maintenir, positionner des anciennes avec des dominantes thématiques sur des emplacements stratégiques, qu'elle devait aussi aller chercher un peu de la résorption sur la vacance. Ça, on l'a mis dès l'entrée. Mais attention, moi, mon message, c'est de dire que ce n'est pas un outil uniquement
de résorption de la vacance commerciale. Hein, voilà. Il y a un équilibre à trouver, on l'a mis dans le cahier des charges, ce volet-là, mais ça ne peut pas être le volet dominant. Donc, assez basiquement, la foncière vise au portage donc, de rez-de-chaussée commerciaux. Pour contrôler la typologie de commerce, alors ça c'est aussi un enjeu, hein, on a par ces mutations incessantes une évolution du tissu commercial qui ne correspond pas toujours aux dominantes thématiques de centre-ville. Ça par contre la foncière peut être assez efficace là-dessus, c'est qu'elle se rend progressivement propriétaire de murs et est donc un outil aussi de choix, de sélection sur les investisseurs, les commerçants plus simplement, qui viendront sur ces locaux. Alors, comme l'exécutif nous disait, bon, d'accord, donc cette foncière, ça nous permettra de réaffirmer des thématiques commerciales, ça nous permettra d'éviter une dévalorisation du tissu par mutation successive, mais ma vacance, qu'est-ce que je vais faire? Alors, sur la vacance, ça renvoie un peu ce que l'exemple que vous preniez sur Saint-Omer, c'est aussi de dire il faut conjuguer l'action de la foncière avec d'autres outils qui vont sortir par contre le commerce durablement des rez-de-chaussée. Alors là, on est plus du coup sur des outils qui renvoient à une restructuration immobilière, donc vous avez cité notamment les opérations de restauration immobilière. Dans ces cas-là, sur des rues déterminées, on dit qu'on va retirer la fonction commerciale, donc ça, il faut que ce soit accepté par les élus. Pour faire quoi à la place? Pour retravailler sur des copropriétés anciennes, la libération d'espaces communs en rez-de-chaussée. Vous savez que sur si vous voulez installer des vélos, si vous voulez mettre des poussettes, si vous voulez faire des locaux communs, les copros anciennes sont très mal structurées. Souvent, c'est des parties communes assez pauvres. Donc là, on identifie sur certaines rues le changement de la fonction. On passe du commerce à des locaux communs de copropriété. Par contre, derrière, c'est extrêmement lourd. On vous en a parlé. Il faut mettre soit des OPA renouvellement urbain, c'est pas souvent suffisant. Si vous voulez vraiment restructurer l'immeuble, eh bien, il faut aller chercher le fameux dispositif de l'opération de restauration immobilière. Donc c'est ce qu'on a mis en place sur Saint-Étienne. C'est pour vous montrer cette complémentarité. La foncière, elle intervient sur le périmètre rouge, assez élargi, donc maintien de la fonction commerciale, maintien des thématiques par sous-quartier. Vous avez des quartiers où c'est plutôt la mode, plutôt l'alimentaire. Et je mettais des exemples où là, ce n'est pas la foncière qui va intervenir. Parce que là, on ne veut pas maintenir le commerce. On veut au contraire plutôt restructurer les rez-de-chaussée qui rentrent dans des copropriétés. Et donc là, on va aller chercher des dispositifs qui sont plutôt des dispositifs de l'habitat et de l'aménagement que de la dispositif de la revitalisation commerciale. Cette idée de reconcentrer spatialement le commerce, ça prend du temps. Par contre, on a vraiment, c'est sur des processus, nous, qu'on pense à 5-10 ans, ce qui est pour une équipe municipale, le temps que ça se mette en place, on vous dit, les résultats, possiblement, c'est le mandat suivant, donc ce sera vous ou pas. Donc c'est très compliqué Mais c'est cette articulation fine entre ce qu'on maintient en commerce et là où on accepte qu'on change d'usage et qu'on aille plutôt sur les logements. Sur les modalités de fonctionnement de cette foncière, c'est assez simple. Nous, elle est adossée à l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, donc on a un EPA, donc ce qui est une structure très importante forte en termes d'ingénierie et puis surtout d'articulation du coup au processus d'aménagement sur l'espace public, puisqu'ils ont en charge, ils ont des maîtres d'œuvre, ils ont des opérations d'aménagement sur les quartiers, donc c'est eux qui porteront cette foncière. Donc il y a des décisions d'acquisition. Alors, vous allez dire, mais ça nous semblait évident. En fait, on n'avait pas beaucoup de structuration d'un outil de suivi sur les DIA commerce. Donc, on a instauré notre droit de préemption commerciale. On a mis en place tout un observatoire des transactions. Et ensuite, donc, dès qu'on a les DIA, il y a une décision politique de dire la foncière y va ou n'y va pas, selon le caractère stratégique du bien qui se libère. Ensuite, il y a une requalification par l'EPA. C'est la ville qui finance les travaux, par contre, de requalification. L'EPA achète, va vendre avec une décote, puisqu'il va falloir être attractif vis-à-vis des investisseurs. Éventuellement, la foncière donc, qui va racheter le bien va porter ce bien sur un certain nombre d'années. Ça, c'est dans le modèle économique aussi, il y a des hypothèses sur les loyers. Ce n'est pas évident quand vous bâtissez. Alors, vous avez la Caisse des dépôts, c'est un de nos partenaires dans cette foncière. Caisse d'épargne, Crédit Agricole. C'est vrai que les financiers demandent ça va être quoi le loyer dans 10 ans? Le loyer dans 10 ans, donc on bâtit des hypothèses, on est assez prudentiel. Il y a quand même un pari sur le portage dans le long terme, la cession, la valorisation de la cession au bout des 10 ans. Mais c'est la logique.
On revend à la structure donc foncière qui sera certainement une SCI, une filiale SCI de l'EPA qui sera constituée explicitement là-dessus. Et après, écoutez, on a une logique de ne pas... le message, il est compliqué aussi. Enfin, il faut bien le cadrer parce que dans un marché détendu sur les questions commerciales, il peut y avoir un effet d'aubaine. Certains propriétaires disent « Ah bah ça y est, à la ville, ils achètent tout. Ça va mal, il n'y a qu'à les appeler. En plus, voilà, c'est des structures publiques qui vont racheter un bon prix. Donc attention au message. Quand on met en place ces foncières, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le plan en amont, des interventions très ciblées sur des endroits stratégiques pour pas que ce soit le message, l'urbanisme commercial devient public, vous avez qu'à aller voir la mairie, vous rachèteront le bien. C'est impossible financièrement. On est comme sur toutes les communes aujourd'hui, donc on est sur des budgets et même en ayant des outils exceptionnels, donc on essaie de cadrer au maximum l'intervention pour être sur des volumes compatibles avec les budgets financiers qu'on peut allouer. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Ce que je propose, c'est que peut-être qu'on prenne des questions dans la salle, des réactions par rapport à vos différentes interventions. Est-ce que ça suscite des réactions, des demandes de précision de votre part par rapport à tout ce qui a pu être évoqué, quitte à revenir au moment du déjeuner dans des moments plus informels sur toutes les questions qui ont été abordées peut-être de façon plus précise, mais déjà qu'on puisse peut-être échanger. Si ça ne suscite pas de débat, peut-être entre vous, vous souhaitiez peut-être réagir ou interagir sur ce qui a pu être évoqué ou... En me permettant de 3 flashs. D'abord sur la question vous avez utilisé le terme de carcan procédural. Et moi qui suis quasiment tombé dans la boutique de la ville quand j'étais petit, je vois bien de quoi vous voulez parler. Mais pour le coup, Action Cœur de Ville, c'est quand même un dispositif, en tout cas moi je ne connais pas un dispositif qui soit aussi plastique dans la manière dont il permet finalement l'écriture du processus, alors qui effectivement part d'une stratégie, doit quand même à un moment donné passer sur la phase pour aller vers l'opérationnalité ou accompagner ce processus vers l'opérationnalité, et à un moment donné effectivement ça se traduit bien par ce plan d'action qui dit ce que l'on va faire comme type d'action, à quel endroit et à quel moment. Je voudrais vraiment souligner l'importance de ce moment-là, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, un peu l'articulation entre le moment de la stratégie, en tout cas le temps qu'on va prendre ou les moyens qu'on se donne pour bâtir la stratégie, pour aller vers l'opérationnalité. Et là, très honnêtement, pour quand même suivre ce dispositif à la fois sur le terrain avec nos équipes et en même temps de manière un peu plus au niveau national, de manière un peu plus globale, on a quand même aujourd'hui une capacité d'adaptation des processus, voire des procédures, de manière à ne rien empêcher dans la mise en œuvre, y compris d'ailleurs dans la pluridisciplinarité nécessaire de tout un certain nombre d'actions que l'on doit mener. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais juste apporter une petite réaction. Mais ceci étant, nous sommes vraiment preneurs, nous, des signaux d'alerte s'il y avait ce type de situation où la procédure prendrait le dessus. Et effectivement, on rentrerait dans un dispositif de type carcan. Mais quand je vois même un peu la matrice finalement qui est attendue ou celle sur laquelle on se positionne au moment du passage vers donc le passage vers la convention de ce qu'on appelle de déploiement, donc une fois qu'on a ce plan d'action et qu'on dit voilà ce sur quoi on va travailler, voilà, parfois d'ailleurs je pense qu'on pourrait être un tout petit peu plus exigeant sur ce qu'on y trouve. Deuxième élément, je voulais juste insister par rapport à l'intervention précédente sur notamment sur la question du commerce, parce qu'il y a quand même aussi des parcours de réussite. On voit quand même des territoires qui retournent les tendances. Et c'est quand même aussi important d'observer comment et pourquoi ça se passe. Et donc, à tout coup, moi, je n'ai pas une règle, je ne suis pas un scientifique, il faudrait mener des études bien plus approfondies, mais en tout cas, ce qui nous paraît de manière empirique assez bien établi, c'est qu'on voit bien que les territoires ou qui ont résisté, ou qui sont dans des parcours, on va dire, de reconquête, y compris avec des baisses
tangible parfois de vacances commerciales. On trouve, une stratégie commerciale extrêmement nette à l'échelle du bassin de vie, de l'intercommunalité, bon bref, l'échelle de la régulation, même si c'est un terme un peu connoté et que parfois on doit prendre des pincettes quand on utilise ce terme-là, mais c'est de la régulation, de l'aménagement du territoire commercial. Deuxièmement, un parcours marchand de cœur de ville très précisément établi, diagnostiqué, et ce n'est pas forcément le parcours marchand d'hier, ce n'est pas forcément là où étaient concentrés les commerces hier qui le seront demain. Et donc cette précision du parcours marchand de demain est une étape absolument fondamentale pour pouvoir ensuite développer à la fois le où et le quoi, c'est-à-dire quel type d'activité on va venir y positionner compte tenu de l'analyse que l'on fait à l'échelle intercommunale et pas à l'échelle du centre-ville. Et deuxièmement, où, c'est-à-dire là où on va focaliser ou focuser un certain nombre de spots, on va dire, commerciaux absolument fondamentaux. Et ça induit nécessairement, et c'est là-dessus que je voulais intervenir et je termine là-dessus, ça veut dire qu'on admet, effectivement, et ça c'est un moment politique qui est sensible, qu'il y a des morceaux de ces anciennes rues commerçantes qui ne le seront plus, et donc immédiatement la question de la transformation d'usage, parce qu'on ne peut pas dire on n'en fera rien, donc la question qui vient immédiatement, y compris dans le lien avec la population, et donc qu'est-ce que ça devient, et donc où effectivement, et j'en termine là, l'importance de ces outils d'intervention foncière globale, c'est-à-dire que ça va de l'acquisition jusqu'à la transformation et bien sûr sur la gestion locative à un moment donné pour y choisir, y localiser et accompagner le processus d'implantation des commerces que l'on aura donc souhaité, puisqu'on a ce plan de marchandisage que l'on a établi auparavant. Voilà. Et donc dire qu'effectivement, ce sujet des foncières, c'est un sujet sur lequel la Banque des Territoires a décidé pour Cœur de Ville de mettre donc à peu près 200 millions d'euros pour investir, donc à la fois faire le travail amont, tout ce que vous avez évoqué, des études absolument indispensables, parce qu'il faut que ces outils s'autoportent économiquement, sinon il y a d'autres rendez-vous qui arrivent avec la collectivité un peu compliqués. Mais en tout cas, c'est pour nous vraiment un levier. Et aujourd'hui, si on me posait la question, on accompagne aujourd'hui à peu près entre 50 et 70 projets de foncières dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville, et avec cet impératif sur lequel vous insistez à très juste raison, c'est que le périmètre de cette foncière ne peut pas être concentré ni sur le secteur le plus en difficulté, ni sur la seule cible des commerces qu'on va y implanter. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait à la fois la bonne échelle et y compris pour capter du flux qui va faire tourner évidemment le plan d'affaires de cette société, parce que c'est une société. Merci beaucoup. Merci de vos différentes interventions. On peut vous applaudir. Et